Quels sont les secrets d'un plan média réussi ? Eh bien, j'ai demandé à Frédéric Fougera, que je n'ai plus besoin de vous présenter, ainsi qu'à Florian Grimaud, l'homme de l'automobile et néo-patron de l'agence Albatros, de vous répondre et surtout de livrer leurs meilleurs tips pour que vous puissiez réussir, que vous ayez un budget colossal comme l'avait Flo auparavant dans l'automobile, ou que vous ayez un budget peut-être moins important et moins confort. Car comprenez bien que la créativité, oh oui, je viens de lâcher le mot-clé de cet épisode, eh bien la créativité ce n'est pas uniquement dans la conception et dans la rédaction, bref dans la créa comme on dirait. La créativité c'est aussi dans le plan média. Il faut savoir être malin, il faut avoir de la suite dans les idées, et je peux vous le garantir, vous aurez d'excellents résultats, même si vous n'avez pas le budget le plus colossal de la planète. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et dans une partie de ma carrière, j'ai fait énormément d'achats médias, et je peux vous assurer que discuter avec Florian et Fred a été un véritable plaisir, d'autant plus que cette discussion, ou plutôt cet épisode, est une totale improvisation. Très très bonne écoute, en compagnie de Florian Grimaud et de Frédéric Fougera. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Ils sont jeunes, ils sont beaux. J'ai le plaisir aujourd'hui dans cet épisode relativement spécial, voire totalement spécial, de recevoir Monsieur Frédéric Fougera, l'homme de Tenkan et des Cogiteurs qui nous reçoit à son bureau. Salut Fred. Salut Laurent. Et Monsieur Grimaud, Florian de son prénom, l'homme de l'automobile, l'homme qui connaît mieux l'automobile que moi je ne la connais. Bonjour Flo, salut Flo. Bonjour Laurent. Nous avons décidé, quelque part au dévolu, de manière un petit peu impromptue, de faire un magnifique épisode sur la créativité média. Alors je m'explique. Vous avez tous les deux fait de l'achat d'espace, vous avez géré de très belles marques, vous avez donc géré des espaces publicitaires, y compris en télé, y compris des billboards, et il faut savoir être créatif, comme dans notre magnifique métier de la communication. Je vais d'abord commencer par toi, Flo, si tu n'y vois pas d'inconvénient, frère. Avec plaisir. J'aimerais que tu nous définisses ce qu'on appelle le GRP, parce que, si j'ai bien compris, à la télévision, le GRP, le Gross Rating Point. Yes, of course. Thank you very much, bye bye, see you soon, baby. Le GRP, c'est une unité de mesure qui mesure finalement les contacts que l'on va faire quand on va prendre par exemple un spot radio ou un spot télé plutôt. Alors les deux en fait, spot radio et spot télé. Vraiment, ce qu'il y a de plus simple, c'est juste le taux de couverture qu'on va mesurer de la cible souhaitée et le nombre de répétitions. Voilà, donc le GRP, c'est juste le nombre de couverture de la cible multiplié par le nombre de la répétition. Ce serait l'équivalent sur Internet des impressions. Oui, sur la cible. Sur la cible. Bien sur la cible. Sur la cible, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas en train de tirer tous azimuts, on est vraiment sur une cible. Alors les cibles 25-49 ans, 25-59 ans, voilà, on est quand même... pas très très précis malgré tout, ce n'est pas évidemment le jeune actif de 22 ans et demi ou 26 ans et demi. Voilà, non, évidemment, c'est vraiment global. Mais c'est l'unité de mesure en fait, et après il y a le coût GRP, c'est-à-dire le coût d'achat d'espace média que tu divises par le nombre de GRP pour pouvoir comparer évidemment les différentes émissions, les différentes chaînes, les différents espaces pour pouvoir voir celui qui est le meilleur rendement pour vous. Tu confirmes, Fred, que justement en fonction des heures, en fonction évidemment du média, mais aussi en fonction des horaires, le coût n'est pas le même quand on fait un gros achat média. Ah ben on est d'accord, mais tout le monde le comprendra facilement. Ça va coûter plus cher d'être en billboard avant le film de 20h du dimanche que d'être dans un programme de l'après-midi d'une plus petite chaîne moins regardée. Exactement. C'est assez simple à réaliser. Le billboard, qu'est-ce que c'est, Flo ? On a employé ce terme-là, mais est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, à nos auditrices et auditeurs ? Alors le billboard, juste schématiquement, vous prenez n'importe quelle émission ou film. À 20h30, d'ailleurs c'est 21h10 maintenant, la série, je sais pas, HPI par exemple, juste avant il y a ce qu'on appelle des parrains. Et un petit message en fait où une marque s'associe à l'émission en disant vous êtes devant HPI avec telle marque et autres. Ça dure en moyenne entre 6 et 12 secondes en fonction des émissions. C'est en fait l'espace publicitaire que vous avez juste avant votre émission ou votre film.
Ce billboard, c'est aussi un espace publicitaire entre guillemets déguisé pour les chaînes publiques qui n'ont pas le droit à la publicité sur certaines tranches horaires, mais qui ont le droit de faire parrainer leur programme et du coup de nous soumettre de la publicité dans un temps où la publicité n'est pas supposée autorisée chez eux. Et ce qui est très 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 intéressant. C'est intéressant parce que c'est performant, ça a beaucoup d'impact et ça permet une répétition de folie, quoi. Et en plus, avec des émissions associées à des bandes annonces, ce qui permet aussi d'être présent à différents horaires sur les grilles des chaînes de télévision, et là, de pouvoir faire un carton. Et surtout, par exemple, tu disais sur France Télévisions, le gros avantage en fait d'être parrain d'une émission où il n'y a pas de publicité autour, c'est que t'es pas vraiment dans la saturation. Tu émerges beaucoup plus. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant. Le phénomène billboard, moi je le conseillerais même pour les premiers pas d'un annonceur dans le monde de la télévision ou publicité télévisée pour pouvoir justement commencer, pouvoir tester l'appétence. C'est court, c'est rapide, et justement, Fred, je crois que tu as testé ces choses-là quand tu es revenu avec Foncia il y a quelques années en publicité. C'est ce que tu as fait ou... Oui, on a eu plusieurs formats publicitaires, donc le spot classique, si on peut dire, qui est intégré dans une vague de publicités qui s'enchaînent, mais aussi beaucoup d'annonces et de parrainage d'émissions ou de programmes. Et donc je confirme l'intérêt et la performance, le côté très répétitif qui vraiment marque les esprits. Alors quand on a des gros moyens, qu'on est une grosse marque, parfois on est carrément associé à un programme. Hein. Par exemple, la météo, sur certaines chaînes, elle a très longtemps été, elle est peut-être encore le cas, mais je sais plus, associé à Darty, par exemple. Darty vous présente la météo. Ça, c'est plus compliqué aussi à organiser parce que souvent ces créneaux sont réservés 1 an, 2 ans, 3 ans avant. Donc c'est pas évident de venir s'installer en exclusivité sur un programme ou un programme court, mais par exemple sur les films du dimanche soir ou sur tout un tas d'émissions. Il y a beaucoup plus de souplesse, de possibilités. C'est beaucoup plus adaptable aussi au budget. On n'est pas obligé de s'engager sur des mois ou sur des années. Donc c'est vraiment des programmes très intéressants. C'est aussi très intéressant en créativité parce que on le voit, certains annonceurs se contentent de dire ma marque présente le film du dimanche soir ou vous venez de regarder le film du dimanche soir avec ma marque en fermeture de programme, mais aussi des marques qui adaptent leur spot en mettant un lien et du sens entre leur activité et le programme. Et du coup, ça interpelle davantage l'auditeur. Et justement, moi, je conseillerais de le faire. C'était même un vrai conseil. Par exemple, une émission où il y a des stars et des danses, ou une émission où il y a des aventuriers, on va dire perdus dans la pampa. Clairement, on voit pas du tout quel genre d'émission. Non, on voit pas du tout. Là, clairement, en fait, vous adaptez votre billboard, votre publicité, votre message, justement dans l'univers de l'émission ou de la série. Eh bien, c'est là où, en fait, où il y a beaucoup plus d'impact. Et dans les études post-test, en fait, que vous réalisez, vous voyez typiquement que finalement, vous gagnez beaucoup plus de points de notoriété, de souvenirs publicitaires, et vous impactez beaucoup plus la mémoire des gens. Et ça, c'est vraiment. Alors, je sais que c'est un peu plus cher, hein, parce qu'évidemment, les chaînes vendent des licences là-dessus, mais ça vaut vraiment le prix. Hein. Je voudrais rajouter un point quand on a évoqué le fait que c'était très performant, très efficace. Je voudrais quand même revenir sur un fondamental de la communication qu'on peut avoir tendance à oublier. C'est la question de l'intention. Faut pas oublier de bien savoir pourquoi on choisit ce type de format et pourquoi on choisit ce type de publicité. Est-ce que c'est pour de la notoriété? Est-ce que c'est pour vendre davantage? Est-ce que c'est pour se faire connaître? Parce qu'on peut être très efficace, mais si on n'a pas la bonne intention ou qu'on n'utilise pas le bon outil pour la bonne raison, alors à ce moment-là, ça sera pas forcément ultra performant. Et par exemple, pour la notoriété, le sponsoring d'émissions et le matraquage, c'est très fort pour vraiment ancrer dans la mémoire des gens une marque et le service ou le produit qu'elle peut apporter. Ce qui veut dire que vous conseilleriez à une marque qui n'a pas l'habitude ou qui se lance, en tout cas les premiers pas d'une marque, de faire justement ces billboards. C'est rapide, ça rapporte gros, c'est presque comme le loto, j'ai l'impression. Vous conseilleriez de le faire, ou est-ce que finalement c'est plus un test qui, on voit sans grand intérêt, enfin on sait pas trop où on va, mais on le fait quand même parce que on a un peu de budget à cramer, ou qu'on a notre patron ou notre patronne qui décide de passer en pub pour se voir à la télé. Qu'est-ce que vous conseilleriez, au directeur du marketing et de la communication ou des achats médias, justement? Peut-être que Florian aura une réponse différente de la mienne, et je précise qu'il a beaucoup plus d'expérience sur le sujet que moi,
et il a aussi géré des beaucoup plus gros budgets. Donc il aura peut-être une approche différente. Moi, je répondrais assez classiquement que je pense pas qu'il y ait une réponse absolue à ta question. Ça va dépendre de ton budget, de ton intention, de tes moyens, et je pense que ça rentre dans le cadre d'une stratégie globale de communication et une stratégie globale d'achat média. Donc tu peux avoir pour stratégie de ne faire que du billboard, une stratégie de ne faire que du passage télé, publicitaire classique, parfois, et comme c'était mon cas, avec des budgets assez faibles, ce mixte répondait et permettait de toucher quand même un certain nombre de cibles pour des budgets raisonnables et avec une efficacité et des retours attendus. Mais peut-être qu'on l'aborde différemment quand on a un champ de jeu plus important comme a pu l'avoir Florian. Alors en fait, on l'aborde pas si différemment que ça. En termes de notoriété, en fait, un annonceur en fait qui débute déjà en télévision, il faut ça s'inscrive vraiment dans sa stratégie globale. Lorsqu'on est une marque et qu'on souhaite acquérir très rapidement de la notoriété c'est du matraquage, c'est de la répétition, la communication c'est de la répétition, je conseille vraiment d'aller sur ce phénomène de billboard. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir aussi toute une stratégie en fait descendante, une stratégie globale pour pouvoir justement faire bénéficier ce billboard sur les réseaux sociaux, de pouvoir le amplifier. Voilà, je cherchais le mot amplifier en fait tous ces termes, cet espace pour avoir de vrais résultats sur les cibles. En revanche, moi je pense, alors maintenant depuis quelque temps, il y a pas que les marques où on peut faire du billboard, on peut faire aussi du billboard sur du produit, sur une voiture, sur les sandwichs machin truc, et le café, l'espresso, on n'a peut-être pas le droit de citer de marque mais je le dis. Donc on peut tout simplement identifier le produit, donc la notoriété du produit, la notoriété en fait pour faire connaître très rapidement sur une belle audience. Moi je conseillerais vraiment aussi le billboard, et avec des relais bien évidemment digitaux, notamment ne pas oublier en fait tout ce qui est VOL et replay, qui sont des supports pour amplifier vraiment cet espace et autres, et de pouvoir justement matraquer. Alors j'aime pas le terme matraquer, en revanche c'est le terme en fait que j'ai pas d'autre mot, mais de pouvoir vraiment je vais le dire, Carglass répare, Carglass remplace. Quelque part en fait tout le monde a évidemment ça en tête, parce qu'ils ont matraqué avec des billboards, matraqué dans des publicités et autres, et on n'a pas le droit de faire de promotion en fait en billboard. Alors, c'est-à-dire, j'ai du mal à comprendre. Ah oui, une promotion, par exemple, moins 25%. Moins 25% sur ton micro, par exemple, je sais pas le droit de le faire en billboard. Bon à savoir, ça. Fred, tu confirmes tout ce que vient de dire Florian. Il faut aller vraiment, au final, beaucoup plus bas, c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, être présent aussi, alors je sais que j'avais pas du tout pensé à ça, Flo, justement, ce côté aller sur le replay, si je puis dire, les chaînes en replay. Tu confirmes ça, Fred? Je confirme totalement. En fait, ça se construit et ça se pense dans une vision globale, dans une stratégie globale. C'est exactement ce qu'a dit Florian. Donc, je vais pas le paraphraser. Oui, on peut pas avoir juste la réflexion ou l'attention sur un point et puis ne pas l'intégrer dans une vision globale. Et même si je peux ajouter, dans l'intention, en fait, on a tendance, parce que évidemment le coût ou l'investissement que représente un billboard ou un parrainage, par exemple, d'émissions, peut être conséquent par rapport à l'enveloppe budgétaire de l'annonceur. Là aussi, j'aurais aussi tendance à dire de ne pas aller en billboard si vous avez juste l'argent pour l'investissement pour 3-4 semaines du billboard ou 2 ou 3 mois. C'est-à-dire de faire que ça pendant toute l'année. C'est-à-dire que concrètement, si vous vous dites j'ai un budget com de 100 € et je le crame uniquement en 2 mois sur un billboard et tout le reste de l'année, c'est-à-dire 10 mois où j'ai rien, c'est pas bon non plus. Ça ne sert strictement à rien. On est bien d'accord. Ça c'est évident. Ouais, c'est évident, mais il y en a beaucoup de marques qui ne font que ça. Ça me permet de rebondir en évoquant les tout petits budgets. Moi, il m'est arrivé d'avoir des micro-budgets et donc de ne pas pouvoir de pas pouvoir imaginer avoir une campagne, et comme justement le dit Florian, une campagne large, complète et sur la durée. Je n'aurais pu faire que 1 ou 2 semaines. Donc un coup de com qui finalement n'a pas grand effet et dont l'impact s'oublie et s'efface assez rapidement. Et c'est pas pour autant
que je n'ai pas pensé média, mais par exemple, dans ce cas-là, avec des tout petits budgets, quand je dis tout petit budget, c'est par exemple 20-25 000 euros. Hein. Avec 20-25 000 euros, on peut par exemple être le partenaire d'une émission ou d'un programme sur une petite chaîne de télé ou sur même une grande station de radio, et on est le partenaire, et finalement, grâce à ce budget, on produit un contenu qu'on va pouvoir réutiliser. Et quelque part, on me disait, ah oui, mais t'es partenaire de cette chaîne, il y a très peu de visibilité, il y a très peu d'audience. Mais en réalité, j'en avais rien à faire, parce que ce qui m'importait, c'était pas de passer à la télé ou de passer à la radio, c'était de pouvoir réutiliser le contenu qui était fabriqué et pour un coût extrêmement faible, et finalement de toute l'année avoir sur la durée des contenus qui me permettaient d'être exploités sur mes sites web, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux. Même d'en reprendre parfois des contenus pour en faire un livre qui servait à faire des cadeaux clients, et donc toute une exploitation à la chaîne à partir d'un tout petit budget, certes, qui au départ passait en média, mais pas avec l'intention de faire un grand coup publicitaire média, mais juste de servir du média comme un outil que j'allais pouvoir ensuite réexploiter. Et ça, il y a beaucoup d'actions dans ce sens-là. En télé, en radio, même en presse écrite. Quand je dis presse écrite, c'est les newsletters et autres, où on peut avoir le contenu, le contenant et l'amplification dans tout le reste. Et ça, en fait, c'est quand on a des micro-budgets ou quand on a des, même pour les grandes marques, hein, des budgets qui peuvent être très restreints, faire ce genre de contenu, faire ce genre d'action en fait en amplification sur les autres réseaux, même en communication interne, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Ce qui veut dire, comme le disait Lavoisier, que rien ne se perd, tout se transforme. Moi qui suis habitué à la communication avec des faibles budgets, oui, il faut que tout puisse se transformer, tout puisse être repensé et réutilisé en permanence, parce qu'on a besoin de faire des économies de coûts, et donc ne pas penser du côté des réseaux sociaux, on pense à sa propre com, ses propres outils, ses propres productions, et puis côté pub, on pense de la même façon, et puis côté RP, on pense de la même façon. Non, il faut qu'il y ait une vision, une intelligence, une production. Après, on peut réadapter un peu la rédaction, le format du récit qui peut changer d'un support à l'autre, les illustrations aussi, mais il faut essayer d'utiliser au maximum la même histoire et l'exploiter sur tous les supports possibles et imaginables. Ça peut être aussi en objet média, en salon, ne pas oublier l'événementiel. Flo a évoqué la com interne il y a 2 minutes avant. La com interne, parfois on a aussi tendance à l'oublier. Ça se réexploite partout de différentes façons. Donc c'est la façon la plus efficace de faire de la communication et de la bonne communication, parce qu'avec une vision validée et une histoire validée, il n'y a plus qu'à la resservir à tout le monde selon son format et selon sa façon de consommer la communication. Je dirais même plus que c'est une obligation. Ça devrait être une obligation. Voilà, parce que l'on soit justement petit annonceur ou même gros annonceur, cette cohérence. Parce qu'on parle aussi de cohérence d'intention. On doit évidemment exploiter ces partenariats, quels qu'ils soient, sur différents supports. De plus penser, entre guillemets, l'action sur monosupport, mais plusieurs supports. Alors j'ai des exemples, hein, si vous voulez. Justement, j'allais te demander, parce que tu parlais d'événementiel, tu as parlé de la com interne, Flo. Fred, tu parlais d'événementiel, et tu as un super exemple sur un salon. Raconte-nous ça, s'il te plaît, Flo, parce que c'est absolument incroyable. Non seulement tu n'es pas attendu lorsque tu fais du sponsoring, mais allez, je te laisse nous raconter toute cette histoire, s'il te plaît, entre guillemets, de A à Z. Alors, j'ai 2 exemples. Un où c'est du licensing avec un film d'un super-héros Marvel, je peux le citer. De toute façon, super film que je conseille. En fait, c'est Spider-Man. Donc, j'ai eu la chance, en fait, enfin, pas la chance, la chance, ça se provoque, hein, l'opportunité avec la marque, de pouvoir être parrain du dernier film Spider-Man Far From Home, le film qui venait de sortir. Et là, en fait, on s'est dit, ok, comment on va exploiter cette image en respectant évidemment le contrat de licensing, mais comment on va pouvoir amplifier, comment on va pouvoir faire en sorte que finalement on aille tirer toutes les brins de ficelle. Donc évidemment, Spider-Man Far From Home, c'était des sponsoring d'émissions, un film sur la VOL, un grand film en fait également avec des soirées cinéma, etc. Et on a eu l'opportunité d'avoir un salon professionnel. C'est-à-dire que de ce partenariat qui était B2C, donc client,
consommateurs, on s'est dit aussi comment faire en sorte que l'ensemble d'un réseau de garages, l'ensemble des clients, l'ensemble en fait des personnes qui travaillent dans ce garage, on puisse en faire un vrai événement. Donc lors d'un salon professionnel, on a tout simplement mis des voitures sur le stand et avec un vrai Spider-Man, le Spider-Man officiel, qui venait évidemment faire des shows tout au long de la journée. Clairement, les allées du salon étaient bloquées. Mais vraiment bloqué, parce que tout le monde voulait le voir. Même d'un film et d'un sponsoring télévision avec du billboard, on a évidemment exploité cette image tout au long du salon, mais on l'a exploité aussi durant tout l'été, parce qu'on a fait de l'événementiel sur les aires d'autoroute. C'est-à-dire que lorsque vous avez un filon comme ça, exploitez à fond tout ce que vous pouvez imaginez. C'est pour ça que tout à l'heure je disais attention, quand vous avez un budget uniquement et vous le cramez en 2-3 mois sur uniquement un billboard, il faut juste penser en fait à avoir une réserve pour pouvoir l'exploiter le plus longtemps possible. J'ai un autre exemple avec une émission de stars et de danse évidemment, où là lors du dernier salon en 2022, les danseurs même reconnus venaient faire des shows tous les jours sur le stand. Alors la folie, parce que des garagistes avec de la danse, ça peut paraître entre guillemets pas forcément l'association la plus évidente du monde, et pourtant ça attirait énormément de personnes, mais surtout des personnes qui venaient, et le côté sympathie en fait de voir des danseurs, de voir des célébrités, mais de tirer vraiment jusqu'au bout, sachant qu'on prenait évidemment des danseurs qui n'étaient pas forcément retenus dans l'émission d'avant. Bon, alors j'ai un autre exemple qui est très 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 différent, donc ça montre aussi la variété des possibilités sur comment on exploite ou on réexploite des contenus, comment on le fait éventuellement à coût zéro, et ça me permet aussi d'illustrer. Je dis toujours que la communication, c'est produire de l'intelligence, c'est pas fabriquer des outils. C'est pas toujours évident d'illustrer ce produire de l'intelligence. Avec cet exemple-là me permet de le faire. Je reviens sur la COP 21. Où, au moment de l'organisation de la COP 21, le gouvernement recherche qui va nourrir les chefs d'État et l'ensemble des visiteurs. Et au moment où ils se posent la question, ils ont omis une chose, c'est qu'ils vont organiser ça au centre des expositions au nord de Paris, j'ai oublié. Villepinte. Villepinte, voilà. Et il se trouve que la restauration à Villepinte est sous contrat, et elle est sous contrat avec le groupe Elior. Donc la restauration, ils n'ont pas le choix. Soit ils font avec le groupe Elior, soit ils le font différemment, mais il va falloir dédommager Elior de sa perte de chiffre d'affaires. On a affaire à des gens tout à fait... il se trouve qu'à l'époque, je suis VP.com du groupe Elior, c'est pour ça que j'en parle. On a affaire à des gens à la fois intelligents et pragmatiques, et qui nous disent donc on n'a pas le choix que de travailler avec vous, mais est-ce qu'en revanche on va pouvoir réfléchir à des menus d'abord qui correspondent à la culture de tous les visiteurs du monde que nous allons recevoir, et puis peut-être aussi réfléchir sur la provenance des produits, l'origine des produits. Donc on a fait ce travail tout à fait intéressant. Moi, j'y ai vu en tant que communicant une opportunité de me dire que du coup, on devenait de fait le restaurateur de la COP 21. Et j'ai créé le hashtag et l'appellation restaurateur officiel de la COP 21, alors que par rapport à tous les autres partenaires de la COP 21 qui avaient dû payer et débourser des sommes d'argent importantes, nous n'avions absolument rien déboursé, mais nous n'entrions pas non plus dans le protocole des partenaires et fournisseurs officiels, restaurateurs officiels, ça n'avait été envisagé par personne, et donc j'ai pu nous appeler le restaurateur officiel de la COP 21, ce qui au demeurant était vrai. Et qu'est-ce que j'ai fait pour l'utiliser, le promouvoir, au-delà de nos médias habituels et traditionnels? J'ai utilisé les serviettes en papier que nous distribuions dans le monde entier. Nous servions à l'époque 4,5 millions de repas par jour, ce qui faisait entre 4 et 6 millions de serviettes en papier distribuées dans nos restaurants, qui étaient déjà imprimées au logo de la marque. Donc il y avait, au lieu de les imprimer au logo de la marque, on les a imprimées sous l'appellation restaurateur Elior, restaurateur officiel de la COP 21. Et donc on est devenu, sans payer, un des partenaires les plus visibles dans le monde de cette COP 21 sans avoir à débourser le moindre euro par rapport à cette action. Et quand je parle d'intelligence, de produire de l'intelligence, vous avez tous les deux en début de cette année assisté à un discours d'un ancien président de la République, on n'expliquera pas le contexte, qui à un moment
a expliqué, Elior, vous étiez le restaurateur officiel de la COP21 et ce discours devant l'ambassadeur qui était le secrétaire général de la COP21. Et donc, tout ça est dans le récit de l'histoire, c'est imposé comme une évidence, alors que c'était juste, entre guillemets, une astuce de communication. Il n'y avait pas de restaurateur officiel de la COP21, si c'était que c'est moi qui l'ai décidé et qui l'ai mis en place. Donc, gros coup de com, exploitation d'une communication à zéro coût en passant par l'objet média. Ça me permet de faire un clin d'œil à l'objet média qu'on oublie parfois d'intégrer dans les stratégies de communication. On est tout à fait d'accord. Et c'est vrai que il est un peu en train de mourir. Je trouve ça plutôt dommage parce que ça fait toujours du bien d'avoir le fameux goodies. Alors là, c'était des serviettes en l'occurrence, mais c'était très malin, je trouve. Mais non, erreur. Il n'est pas du tout en train de mourir. C'est un des supports publicitaires les plus utilisés, et les plus appréciés en France. On l'oublie parfois dans nos mémoires de communicants, mais c'est un support de communication très dynamique et je suis certain qu'on aurait intérêt à en parler, à en reparler. Fred, je reste avec toi un instant. Tu nous as raconté toujours durant ce déjeuner qu'on a fait tous les trois, il y a quelques minutes, un autre très bon coup. Alors peut-être pas aussi majestueux que ce que tu viens de nous dire vis-à-vis d'Elior et la COP21, mais tu nous disais que sur des très très grandes radios et sur une télé sur le câble, une télé internet pardon, tu avais l'opportunité d'avoir des contenus pour des tarifs extrêmement abordables, si je puis dire. Oui, je l'ai en partie évoqué tout à l'heure. On peut citer la chaîne Bismart au moment de sa création par Stéphane Soumier et Aurélie Planex à la rédaction en chef. Donc jeune, toute récente et jeune chaîne économique, donc créée par des gens qui viennent de BFM Business et qui veulent créer un nouveau modèle de chaîne, qui ont besoin de partenaires, qui ont besoin de finances et qui ont aussi besoin de contenu. Et dans nos échanges, avec l'idée, la volonté de les soutenir, on propose le partenariat d'une émission, partenariat dans lequel nous aurions pu tenir une chronique, ce que nous avons fait. Et en échange de ce partenariat à relatif faible coût, parce que on arrive au début d'un programme, eh bien nous avions, ça nous permettait de fabriquer un contenu qui nous était autorisé de réutiliser sur les réseaux en interne et donc de véhiculer des messages, de promouvoir la marque, la notoriété, promouvoir notre expertise et finalement le coût, dans le sens à un coût de com qui était média et qui était réexploitable et comme le disait tout à l'heure Florian, qui était réexploitable à l'infini sur beaucoup de supports et qui finalement pour un coût financier bien plus intéressant que d'avoir juste produit une vidéo pour faire ce même contenu. Donc voilà, c'est ce type d'opérations sont souvent très intéressantes et puis économiquement hyper intéressantes. Et c'est là en fait, à mon sens, notre plus grande valeur ajoutée en tant que DIRCOM, en tant que responsable média, parce que on parle d'intelligence artificielle, intelligence réelle, elle est là, elle est bien là pendant plusieurs années, mais ça clairement, à chaque fois que l'on a une opportunité de communication, une intention de com, comment je vais exploiter sur différents supports. Moi, ça me navre de voir que beaucoup de contenus sont utilisés qu'une seule fois et sous une seule version. Alors que là, ce que tu viens de citer, c'est toutes les campagnes qui devraient être comme ça. C'est-à-dire que comment on exploite vraiment le contenu. C'est la guerre de contenu. On parle tout le temps que le contenu est roi, mais on a du contenu qui est là et qu'on n'exploite pas sous différentes façons. Et aussi revenir sur la question de l'intention. L'intention n'était donc pas de passer à la télé. L'intention, c'était de produire du contenu et d'avoir du contenu à utiliser et à réutiliser. Donc, en intégralité, en extrait, en réseaux sociaux, en images. Mais en plus de cela, on avait cette opportunité média, ce qui fait que on annonçait l'émission, on proposait le replay de l'émission, on proposait des extraits ensuite de l'émission. Plein d'opportunités supplémentaires avec en plus le crédit média, c'est-à-dire que tu fais une vidéo et tu déclares ce que tu as raconté, ça n'a pas le même impact que tu fais la même production de contenu mais sur un plateau de télévision ou dans un journal ou sur une radio. Donc il y a cette crédibilité média qui est rajoutée. C'est des occasions formidables, mais bon ça c'est purement la valeur ajoutée du communicant, en tout cas d'un bon communicant et d'un communicant qui réfléchit. Derrière ça, c'est que de la production d'intelligence, c'est comment avoir une vision globale à partir d'une histoire qu'on a raconté, comment au moindre coût et avec le maximum de créativité, on va être le plus performant. Mais ça veut dire qu'il faut être intelligent, comme dans tous les métiers, et particulièrement le nôtre. Si on n'a pas les plus gros budgets d'Europe ou du monde, ou de France ou de sa rue, il faut être malin, il faut être
créatif. Et je parle pas uniquement de création, mais on va y venir parce que tu nous as sorti des chiffres tout à l'heure, Flo, qui étaient assez surprenants, en tout cas qui m'ont beaucoup surpris. Mais justement, ce côté malin, on est bien d'accord qu'il faut savoir également être extrêmement réactif. Flo, tu nous disais que parfois il y avait des espaces qui se libéraient, et tu le confirmais, Fred, et il y avait des superbes Absolument. opportunités. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Flo? Et puis après, Fred, tu rebondis sur les super bons plans que tu as eu. Alors déjà, je vais revenir sur ce que tu as dit, que l'on ait un budget modeste ou un gros budget, l'intention et surtout l'amplification doit être notre règle. Ça, je veux dire, ceux qui malheureusement pensent que l'on a un gros budget et qu'ils se disent finalement j'en ai rien à faire, je le dépense et autres, quelque part ils ont beaucoup moins d'efficacité. Et la guerre du contenu, c'est complètement idiot. Et la cohérence, j'insiste beaucoup sur la cohérence, mais là on est vraiment là-dessus. Je t'interromps un instant avant que tu parles des opportunités, et Fred va rebondir dessus. Mais cette cohérence, cette réflexion, finalement avoir un cerveau plein de bon sens. Souvent on a tendance dans nos métiers à un peu oublier le bon sens, à faire beaucoup de stratégies qui partent un peu hors sol et qui partent un peu nulle part. Et quand tu es en train de faire des dépenses qui peuvent être relativement faramineuses pour une entreprise, certaines entreprises n'ont pas 20 000 euros de budget média à investir. Et j'en connais, il y a des clients chez Maverick qui n'ont pas ces budgets-là. Il faut avoir cette cohérence. Et quelque part, c'est ça aussi notre professionnalisme, tout simplement. Ah, complètement. Et même 20 000 euros, 10 000 euros ou 30 000 euros, l'intention de comment je vais exploiter chaque euro dépensé de la meilleure façon. Et là, c'est aussi, je vais le dire aussi, c'est aussi le rôle des agences. Alors évidemment, financièrement, c'est peut-être pas forcément avantageux pour elles, j'en conviens. En revanche, en termes de conseils, en termes d'efficacité et d'accompagnement des clients en fait ou des annonceurs, c'est aussi leur rôle. Et surtout, moi personnellement, c'est ce que j'aime le plus faire. Comment d'un constat de départ, t'arrives à amplifier les choses, t'arrives en fait à être j'irais même jusqu'à du weight marketing, c'est-à-dire de pouvoir être dans les toilettes des bars. Ouais, je sais, ça fait rire. Les toilettes des bars ou des restaurants ou des discothèques. Alors, je sais, on en a parlé évidemment. Le mot discothèque n'est plus le terme à la mode, mais si j'ai bien compris, c'est le karaoké. Eh bien, dans toutes ces endroits en fait, eh bien, c'est impactant de pouvoir aussi amplifier une communication jusqu'à des petites choses comme ça qui sont dans le quotidien. Et c'est vrai que l'intelligence de création, l'intelligence du DIRCOM, l'intelligence des agences médias aussi doit être là-dessus. Comment j'exploite cette attention, le message, comment je fais en sorte qu'il résonne le plus au niveau de ma cible. Florian a évoqué le rôle de l'agence, il est clé. Tu vas pas avoir le même résultat avec une agence performante et une agence qui se contente de remplir des cases et voilà, et dont le boulot va s'arrêter là. Moi, je veux citer Dentsu, qui a été la dernière agence avec laquelle j'ai bossé en pub télé et qui nous a accompagnés. Donc c'était et l'agence créa et l'agence média. Donc c'était le package, tout était chez Dentsu avec un accompagnement formidable, un accompagnement et un pilotage de nos budgets et un pilotage qui exigeait en revanche, et tu l'as évoqué toi Laurent, de l'adaptabilité et de la réactivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un certain nombre de passages télé qui sont prévus et tout d'un coup, il y a une marque qui voudrait absolument avoir, qui appelle la chaîne ou la régie de la chaîne et qui veut absolument avoir son passage tel jour, telle heure, alors que toi, tu as déjà réservé ton créneau. Que va faire l'agence? L'agence, elle revient vers toi avec une proposition de la chaîne qui va dire, tu avais un passage pour un film après un film d'un dimanche soir à 20h, si tu acceptes de le retirer cette date-là, soit on t'en donne 2 ou 3 dans les semaines suivantes, soit on te donne 10 passages à 20h mais d'autres soirs. Et plus ton budget est petit, plus tu as intérêt, plus c'est une opportunité formidable à saisir. Mais là, il faut d'abord juste avoir l'opportunité d'y réfléchir et d'être réactif parce que souvent ça se gère de façon très rapide. Autre exemple avec la presse écrite, tu peux avoir acheté une page, une demi-page, où on va partir du principe que c'est une page pour un dossier ou pour une publication, un hebdo dans une semaine ou dans 2 semaines, et puis 1 heure avant le bouclage, le magazine t'appelle en disant je viens de me faire planter sur ma 4e de couverture, si je t'offre, est-ce que t'es ok pour que je t'offre la 4e de couverture au prix que t'as payé ton passage la semaine prochaine? Évidemment que tu dis oui, c'est des opportunités incroyables. Ou est-ce que si je te retire ce passage, je t'en offre 2 ou je t'en offre 3 à la place?
évidemment, mais ça se pilote. Et moi, c'est ce que j'ai vécu avec Dentsu, c'était tous les jours qu'il fallait réadapter notre plan média, mais c'était toujours le réadapter à notre avantage. Mais il faut être compétent, il faut être disponible, il faut avoir les personnes capables de faire ce pilotage dans tes équipes, ou le faire toi-même en fonction de la dimension de ton équipe. Mais c'est du travail, c'est de la réflexion et c'est de la disponibilité. Il faut être sur le qui-vive quelque part. Et Flo, dans ton grand groupe automobile qu'on ne va pas citer, justement, est-ce qu'il y a cette disponibilité dont Fred parlait? Et juste avant de laisser répondre Flo, il y a des jours, j'avais l'impression d'être dans une salle de marché. Il fallait fallait acheter, vendre. J'avais ce sentiment. Alors qu'on était sur un groupe d'une taille moyenne et avec des petits budgets. Mais il y avait un tel besoin de décision et de réactivité immédiate que j'avais l'impression d'être dans une salle de marché. J'exagère peut-être un peu, mais c'était mon sentiment, là. Alors moi je partage aussi un point juste avant de répondre à ta question, le point de la compétence de l'annonceur, la compétence de l'agence, la compétence aussi dans ses équipes ou notre compétence. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné pour pouvoir avoir cette flexibilité, pour pouvoir dire ça j'y vais, go, parce que je vois l'opportunité. Et bien ça en fait, ça veut dire aussi que dans les grands groupes, chez les annonceurs, on doit aussi avoir des personnes qui sont compétentes et qui savent décider et voir plus loin que le simple fait de dire finalement je vais avoir une page en plus ou autre. C'est comment je vais pouvoir exploiter et de saisir les opportunités. Et ça, cette session d'opportunités est importante. Ouais, plus loin que juste j'ai réparti mes crédits, donc le boulot est fait, quoi. J'osais pas le dire, mais effectivement, c'est ce genre de choses. Et ça, cette flexibilité, c'est de sentir les coups, l'intuition. Et ça, c'est la vraie valeur ajoutée de l'agence, mais c'est la vraie valeur ajoutée de celui qui dit go, on y va, à savoir le DIRCOM, le responsable média, en disant pour ma marque, ça, c'est un passage, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais ça encore, j'en reviens à cette fameuse intelligence. Je vais vous dire sincèrement, le fameux bon sens, soi-disant près de chez nous, il est pas si développé que ça. Et puis en plus, un truc qui est vraiment tout bête. Mais dans un grand groupe où tout le monde est tout le temps en réunion, il y a une opportunité qui tombe. 17h30, Fred, tu me dis tiens, il y a une quatrième de couve au prix que de la deuxième ou une page intérieure classique. Il faut que monsieur ou madame la DIRCOM soit disponible si il ou elle n'est pas en réunion depuis 9h du mat. Comment t'as géré ça, toi Flo, et après je te passe la main, Fred? Moi j'ai la chance d'avoir 3 mains. Ma main droite, ma main gauche et mon smartphone. Et clairement, en fait, l'agence média, les régies publicitaires, les régies autres ont mes coordonnées. Et c'est-à-dire qu'en un SMS, bien évidemment en respectant toutes les process et autres, en un SMS, en fait, on dit OK, go, on y va. C'est juste, on a toutes les autorisations pour pouvoir justement investir en communication. Là, il y a un coût. Ce coût-là, en fait, il est pour moi, il sera pas pour les autres. Donc la réactivité. La réactivité aussi, c'est quand il y a un journaliste, tu parlais également de la presse ou autre. Quand il y a un journaliste, tu parlais de bouclage, un journaliste qui dit voilà, je me suis fait planter par quelqu'un, par un de tes confrères, et justement j'ai le bouclage ce soir, j'ai besoin de toi pour pouvoir une interview. La seule chose que tu as à répondre, alors tu as 2 possibilités, c'est répondre oui ou de répondre oui. C'est les seules choses en fait que tu dois répondre, parce que finalement c'est une opportunité de pouvoir communiquer et d'avoir une intention. On a en tant que DIRCOM haute toujours quelque chose à dire, et même si le journaliste fait appel à vous, c'est que il sait que vous avez la réponse et vous avez l'opportunité de le faire. Eh bien, ça aussi, c'est de la réactivité, et on y va, et go. Et ça, c'est bizarre, mais si je dis excusez-moi, je te rappelle, ou je demande l'autorisation, ou je te rappelle demain, ou je te rappelle dans 1 heure, c'est bête, hein, mais le journaliste, il a trouvé quelqu'un d'autre. Complètement d'accord avec Florian. Et pour revenir à ta question initiale sur l'efficacité et comment on fait pour être performant et rapide, moi j'ai deux visions complémentaires, en fait, différentes mais pas opposées, mais complémentaires. C'est que depuis très très longtemps, j'ai décidé de travailler en open space, de mettre mes équipes en open space et de travailler en open space au cœur de mes équipes, ce qui m'a toujours permis finalement d'avoir une information très fluide et qui circule très facilement. Donc il n'y a pas un mur ou une vitre qui fait que il se passe quelque chose d'un côté et de l'autre côté on n'est pas au courant. Donc tout de suite,
Ça permet de réagir et peut-être de compléter une information ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un qui est un interlocuteur concerné dans la conversation. Et puis aussi de donner des responsabilités très claires à mes collaborateurs, donc de déléguer. On parle de publicité et d'achat publicitaire. J'ai été accompagné dans ce domaine par Agathe Veil, dont il t'arrive de parler, qui pilotait l'ensemble de ces questions et qui avait à ses côtés Alexia Mateta, une collaboratrice qui pilotait la pub et l'achat publicitaire. Elles avaient aussi leurs responsabilités et leur liberté et autorité pour agir. Et donc, si une information devait me remonter, mais elles avaient aussi toute l'attitude pour diriger et décider, ce qui permettait de prendre des décisions extrêmement rapides quand il fallait, notamment dans une journée, décider 10 fois, 20 fois de retirer ou de rajouter une pub à un endroit ou à un autre. Le bon sens, la flexibilité. Mais le professionnalisme. C'est ce que j'allais dire. Bah, tout simplement. On est d'accord, messieurs, mais vous êtes bien d'accord, malheureusement, qu'il y a aussi plein de gens dans nos métiers de la communication. Je ne citerai évidemment personne et ne tirerai absolument pas à boulet rouge sur notre métier qui est le plus beau du monde. Mais on a quand même de sacrés incompétents par moment, qui se cachent derrière leur petit doigt ou je sais pas, ou j'ai pas le temps, je suis allé faire pipi. C'est un peu pénible. Il y a des gens qui n'ont pas la compétence, il y a des gens qui n'ont pas l'expérience, il y a des gens qui sont feignants, paresseux. Il y a malheureusement dans nos métiers beaucoup de gens qui n'ont pas d'idées. Avoir des idées, c'est quand même une des premières compétences quelque part qu'on devrait avoir en communication. C'est pas forcément ce qu'on rencontre le plus, ce que l'on croise le plus au quotidien. C'est dommage, mais voilà, c'est ce professionnalisme complet dont on a besoin. À nous aussi de savoir nous entourer des bonnes équipes. Alors parfois on récupère des équipes qui sont pas merveilleuses. Il faut savoir, c'est pas toujours très simple. Gérer, faire avec, mais on est aussi responsable de la constitution de nos équipes et à nous de savoir recruter, ce qui est un exercice très compliqué, mais c'est aussi un exercice passionnant quand on est un patron dans la com. Et je vais compléter ce que dit Fred, il faut aussi savoir oser. Il faut savoir avoir le courage de dire je prends cette décision, je l'assume, et vous allez voir que la plupart du temps, prendre la décision et l'assumer, c'est juste assumer un succès. Pour moi, communiquer, c'est aussi savoir décider, c'est savoir s'engager. Donc décider, c'est un boulot de manager. Si on n'est pas capable de décider, on est inapte au management. Et communiquer, un DIRCOM, en fait, ça prend 50, 80 décisions dans la journée. Et si ça les prend pas, c'est du travail qui ne se fait pas, c'est de l'efficacité qui n'existe pas, c'est de la perte de temps, c'est que du négatif. Excusez-moi, vous êtes en train de me dire que la communication est un vrai métier, avec qu'un DIRCOM est un vrai décideur? Il y a une chose qu'on a oublié de dire depuis le début de cet échange, c'est la com est un métier. C'est superbe. C'est beau, Flo. On l'a face à nous, tu sais, je crois que je vais pleurer. Alors moi, en fait, j'ai souligné #la com est un métier. Ah oui. Oh, c'est superbe, mon Dieu. Non mais, merci, messieurs, de rappeler peut-être ces évidences. Hein. Nous sommes aujourd'hui 3 entrepreneurs. Je crois qu'il y a un moment où on le voit, et je pense que vous le voyez tous les deux, vous qui venez du monde de l'annonceur. Moi, j'ai toujours été du côté agence. Côté entrepreneur, on s'aperçoit que, mon Dieu, il y a souvent des rouages qui sont pas très bien huilés, et c'est assez pénible, et c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, et qu'aujourd'hui vous êtes entrepreneur, il faut aller très très vite, mais le temps de l'annonceur n'est pas nécessairement le temps de l'agence, qui plus est lorsqu'elle est à taille humaine, comme on dit, pour ne pas dire petite. Donc ça, il faut quand même aussi le rappeler à nos auditrices et auditeurs, les plus jeunes ou les moins jeunes, quels qu'ils soient DIRCOM ou qu'ils soient stagiaires ou alternants, qu'il y a un moment, il faut savoir décider rapidement. Pas pour autant confondre vitesse et précipitation, mais il faut savoir agir vite quand on a une opportunité média, quelle qu'elle soit, passer en 4e de couverture ou l'opportunité d'avoir tel ou tel billboard. Et puis aussi passer tout simplement dans les médias parce qu'aussi, on s'entraide entre les médias et les annonceurs. Justement, ma dernière question touche à la créativité, c'est-à-dire la création tout court. Est-ce que vous pensez, que ce soit pour un billboard ou un 30 secondes, on va dire, plus habituel, et là je parle évidemment, vous l'avez compris, de télé, est-ce que la qualité de la création a aussi son impact sur ces campagnes et donc ces budgets médias et donc la rémanence et les achats ou la notoriété, etc., etc. Le succès d'une bonne campagne, c'est 50% de création. Adapter le message, adapter à sa cible. Tout ce qu'on vient de dire, alors je sais pas, ça fait peut-être 20 minutes qu'on parle depuis le début, c'est beaucoup de techniques, réagir, connaître, compétences, etc. Et il y a les 50 autres pourcents qui sont essentiels. Et bien souvent, les annonceurs, même les agences, n'accompagnent pas là-dessus. Et finalement, on se dit, on va au plus simple. J'ai ce petit truc, cette petite image, eh bien, je vais
le mettre directement en billboard ou je vais recycler un film. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de créativité, quand vous tournez un billboard, quand vous tournez un spot télé, quand vous tournez n'importe quelle création, il faut réfléchir en fait à le coup d'après, le plan A, le plan B. Et ça, en fait, ça s'anticipe dès le début. Et en termes de création, média, c'est l'essentiel de notre métier. De pouvoir justement, là je vois, alors devant moi, j'ai de superbes trophées, parce que en fait, ce qu'on va primer dans le résultat d'une communication, c'est souvent la créativité. Et quand on regarde les campagnes ou les marques qui nous où on a le plus d'émotions, c'est quand il y a une belle créativité. Et ça, en fait, dans un marché publicitaire saturé, c'est ce qui fera la différence entre vous et votre confrère. Alors, tu parlais de voix de publicité de voiture, t'es un petit peu dur parce que j'en ai quelques-unes dont je te citerai volontiers en dehors de ce micro des choses impactantes. Moi, celle qui m'a le plus impacté, c'est celle de la Peugeot 205. Désolé, mais en fait, je rêvais devant cette publicité. Mais bon, il y en a beaucoup des publicités beaucoup plus modernes. Mais la créativité est essentielle. Et la créativité, c'est 50% du travail. Fred, tu confirmes, lorsque tu es revenu, par exemple, en pub télé, encore une fois, je reviens dessus, avec Foncia, c'était des spots extrêmement créatifs, où il avait fallu être très intelligent à tous les niveaux, au-delà de la créativité, même dans la production. Mais tu confirmes que le succès d'une campagne, c'est aussi, à 50%, peut-être même plus, peu importe, le côté créatif de la chose? Je confirme. Qu'est-ce qui fait une bonne publicité? C'est l'émotion qu'elle va susciter. C'est faire rire, interpeller, faire peur, réfléchir. Et c'est la mémorisation de cette pub avec la marque associée. Parce que si la pub est ultra créative, que tout le monde s'en souvient, que tout le monde connaît le slogan, mais qu'on n'est pas capable de l'attribuer à une marque, donc il y a l'exercice créatif a été génial, mais l'utilité est catastrophique. Et pour revenir sur, tu citais les pubs Foncia, moi j'avais 2 enjeux pour cette marque. Pour le travail de copropriété, d'administration de biens, la communication ne se fait que en faisant référence aux problèmes que rencontrent les copropriétaires dans la gestion de leur immeuble. Donc il fallait parler bénéfice client et non pas résolution des problèmes. Sinon, c'est une façon de bourrer le crâne aux gens que l'administration de biens, ce ne sont que des problèmes. Oui, il y a des problèmes, mais c'est une entreprise de service et qui apporte des services et pour lesquels il y a un bénéfice client. Donc ça, c'était un enjeu incroyable parce que toutes les marques communiquent de la même façon et communiquent de façon négative. Finalement, elles communiquent de façon à alimenter l'image négative de ce secteur d'activité. C'est catastrophique. Et on avait aussi le souhait de le faire de façon décalée et donc d'intégrer de l'humour, ce qui est très risqué parce que l'humour aussi c'est un métier et donc c'est un métier qui est compliqué. Donc on a plutôt bien réussi. En tout cas, les résultats ont montré qu'on avait bien réussi. Mais je suis à titre perso très satisfait du travail qui a été réalisé encore une fois par Dentsu. Mais voilà, la bonne pub, il faut que le mot émotion a été utilisé en premier par Florian. Il faut que ça suscite une émotion. Si ça ne suscite rien, elle va passer inaperçue. Et donc ça, c'est du travail d'écriture. Ça, c'est du travail de créativité. C'est pas seulement se distinguer, c'est vraiment susciter quelque chose et la mémorisation de la marque. Et puis on parle de voiture et de créativité. Il y a aussi des périodes. Il y a des périodes où on est très créatif. Il y a des périodes où on est à fond dans l'humour, limite grotesque. Il y a des périodes où on est un peu sinistre. Là, on n'est pas quand même dans une ère de la grosse rigolade, de la grosse créativité, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des marques qui se distinguent. Moi, en matière de voiture, je me souviens, et ça remonte très loin, des publicités Citroën avec en égérie Grace Jones. Et bien, quand on a une Grace Jones dont le visage se démembre avec une mâchoire en acier de laquelle sort une voiture, là, on est dans le maximum de la créativité. Je sais pas si c'était signé Jean-Paul Goude ou en tout cas un de ses élèves, et c'est censé être Mouance. Là, c'est de la créativité. Tous ceux qui n'ont pas la référence, qu'ils aillent voir ça sur YouTube ou sur Google. Donc, il y a eu de la créa. Il y a eu de la créa même dans l'automobile, même là où on ne l'attend pas forcément. Et puis on peut même citer le grand Jacques Séguéla, J'aime, avec cette voiture, donc qui est toujours une Citroën, Flo, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est aussi, comme à toi, la marque de sa vie, et cette Citroën qui
qui saute depuis un porte-avions et qui saute dans l'eau et c'est les années 80 Donc, comme qui plonge dans l'eau et elle ressort de l'eau avec un porte-avions qui sort de l'eau. Voilà. Alors, tu vois, c'est ça. Avec intervention du président de la République pour autoriser l'armée française à mettre ses moyens à la disposition d'un tournage publicitaire. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont moins de 20 ans. Démentiel. Ah, mais sensationnel. Une dinguerie, comme diraient les plus jeunes. Exactement. Et justement, pour les plus jeunes d'entre nous qui ont moins de 20 ans, eh bien, vous irez taper ça sur YouTube, parce que je n'aurai même pas la courtoisie de mettre un lien vers ces magnifiques pubs. Et Grace Jones, qui est-elle? Et je te passe évidemment avec grand plaisir la parole, Flo. Grace Jones, c'est une mannequin / chanteuse / comédienne complètement cinglée, sculpturale. Égérie d'Azedine Alaya, égérie de la marque Citroën, et méchante dans un James Bond Girl, Moonraker. Exactement, que j'ai vu. Oh là là, c'est magnifique. Et son mari, Jean-Paul Goud, qui est Je me trompe, ça doit pas être Moonraker, mais c'est une James Bond Girl. Voilà, la Bad Girl. Et sachez qu'elle a été mariée avec un homme qui s'appelle Jean-Paul Goud, qui est français. Grace Jones est jamaïcaine. Et Jean-Paul Goud est un créateur, un type absolument incroyable. J'espère qu'il est toujours vivant, ce bon Jean-Paul. Et c'est un Français, Cocorico. Et cette pub dont tu parlais est absolument incroyable. Tu vois, j'en ai des frissons. Et c'est vrai que cette créativité, on s'en souvient 40 ans après. Enfin, j'étais pas né il y a 10 ans. Flo, tu allais dire quelque chose, Flo. Oui, alors la publicité sur le sous-marin, en fait, c'est la Citroën Visa. Et je vais faire un petit peu de Cocorico, ne serait-ce que pour moi. C'est pas un hasard si j'ai débuté ma carrière chez Citroën. Eh ben, écoutez, messieurs, je crois que tout est dit. Je vous remercie. C'était totalement improvisé suite à un déjeuner, je le rappelle, au Niel, qui est un peu le resto préféré de Monsieur Fougera dans le 17e arrondissement. C'est la cantine en face de mon bureau. C'est la cantine en face le bureau à Fred. Et trêve de plaisanterie. Cette idée d'épisode est partie d'une discussion, parce qu'on était en train de déjeuner tous les trois ensemble. Et je trouve sensationnel finalement que vous ayez montré à nos plus jeunes ou à nos moins jeunes que la créativité, elle est absolument partout, y compris dans un plan média, et qui ne dépend pas nécessairement, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, du budget. Il faut savoir être intelligent, il faut savoir être créatif à tous les niveaux, au sens création du terme, mais aussi au sens utilisation, stratégie des moyens ou des médias utilisés. Et puis c'est ça aussi qui fait le sel de notre métier. Sinon, vous savez quoi? On devient comptable. Et ce qui dépend du budget, c'est que moins on en a, plus on est obligé d'être créatif. Oh, écoutez, on va se quitter là-dessus. Flo, je te remercie, tu as été formidable comme à l'habitude. Merci beaucoup. Monsieur Fougera, je crois qu'on va se retrouver très rapidement pour une histoire d'élégance. On va se retrouver un jour ou l'autre, oui, très prochainement. En vous remerciant très cordialement. Bon, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez deux rockstars, Fred et Flo. Vous mettez donc 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, et puis vous abonnez au décodeur de la communication, ou même vous pouvez aller voir l'instant. Marketing communication. Mais de qui donc? Ah, d'après toi. Je ne sais pas. De monsieur Florian Grimaud qui est face à moi, qui est à ma droite. En tout cas, ce fut un plaisir, les gars, vous revenez. Et ce qui serait pas mal, c'est que suite à quelques déjeuners, nous puissions, de temps à autre, échanger dans les bureaux de monsieur Fougera, qui sont absolument magnifiques, on ne dira pas où c'est. Et on pourrait, par exemple, improviser des magnifiques épisodes du décodeur de la com, un peu / café de la com. Qu'en pensez-vous? Challenge lancé. Challenge lancé, accepté. Ciao, ciao.